Faut-il désobéir? Dans un instant, la philosophe Sandra Laugier et la lanceuse d'alerte Nicole Marie Meyer s'interrogent. Il y a des lois justes auxquelles nous avons le devoir d'obéir et il y a des lois injustes auxquelles nous avons le même devoir de désobéir. Si je vis dans une société despotique, je dois certes résister. Mais en démocratie, n'y a-t-il pas contradiction entre résistance et démocratie? On a plutôt l'impression que la démocratie est le lieu du dialogue et de la négociation, pas de la résistance. Le désir de désobéissance en démocratie paraît au mieux capricieux, un luxe, au pire irresponsable et un danger. Ces quelques phrases, Sandra Laugier, c'est le début du livre que vous avez écrit avec Albert Augien, Pourquoi désobéir en démocratie, paru aux éditions de La Découverte, que je montre ici. Un livre passionnant où vous partez du paradoxe qui semble évident à la plupart des gens, qui est que pourquoi désobéir en démocratie? Dans quelle mesure un régime de liberté est-il compatible avec l'idée de désobéissance, voire même l'injonction de désobéissance? Alors, quand on n'est pas en démocratie, quand on est dans un régime tyrannique, on ne parle pas de désobéissance, c'est de la résistance. Bien sûr. Sandra Laugier est philosophe, professeure à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. En démocratie, on parle en effet de désobéissance. Et ça n'est pas du tout un caprice ou un danger, puisque lorsqu'on est en démocratie, eh bien, il y a toujours l'exigence de se retrouver, de trouver sa voix, de se sentir entendu et même exprimé par le pouvoir, par l'État. Mais pour affiner le paradoxe et pour que nos spectateurs l'aient bien en tête, mettons qu'en démocratie, dans une démocratie idéale, les lois soient garantes de liberté. Désobéir à des lois qui sont garantes de liberté, est-ce que ça n'est pas avoir quasiment un comportement liberticide? Alors, de toute façon, quand on est en démocratie, en effet, il y a tout un système qui permet, normalement, à chacun, donc à la fois d'exprimer ses désirs et de ses opinions, vivre ses opinions. Ce que nous faisons là, librement. De dire ce qu'il veut et en effet aussi éventuellement de protester, de se mettre en grève, de manifester. Donc on se demande vraiment pourquoi en fait il y aurait besoin de cette désobéissance. Et c'est une question qui nous oblige à nous demander qu'est-ce que c'est vraiment que la démocratie, qu'est-ce qu'on entend par là et qu'est-ce qu'on en attend, c'est-à-dire de se rendre compte que la démocratie, c'est d'abord une exigence et c'est d'abord justement toujours une forme d'insatisfaction par rapport à ce qui nous est donné comme possibilité d'expression et d'action. Donc ça n'est pas un socle institutionnel stable qui garantirait une fois pour toutes la liberté, c'est un dispositif à l'intérieur duquel, si on n'exerce pas notre liberté, on la perd. C'est-à-dire que lorsque, en fait, on est en démocratie, eh bien, on considère toujours, on a toujours l'impression qu'on pourrait avoir plus de démocratie. La démocratie, c'est d'ailleurs dans une optique perfectionniste, on pourrait dire la démocratie, elle n'est jamais atteinte, en fait. Il n'y a pas d'état parfait dans lequel on pourrait se dire qu'on est en démocratie. Il faut toujours demander plus de démocratie. Vous avez employé le mot de perfectionnisme. Oui. Je voudrais qu'on aille à la racine du paradoxe que vous examinez, Sandra Laugier, dans ce livre. Et la racine, c'est le cas de le dire, c'est un homme qui aimait bien les racines. Henri David Thoreau, qu'on connaît comme l'auteur de ce texte de la désobéissance civile, que José Bové, dans les années 90, avait rendu populaire quand il se montrait avec ses menottes et qu'il brandissait ce livre comme la raison de son action, enfin comme le bréviaire de son action. Thoreau, c'est quelqu'un qui a choisi un jour de s'isoler autour de l'étang de Walden pendant quelques années, 2 ans, allez, 2 ans, pour trouver dans la nature même la source vive de ce qu'il a appelé ensuite la désobéissance. Comment ça fonctionne chez lui? Pourquoi est-ce qu'il est allé chercher ça là-bas? Alors, Cicéron a décidé de s'installer à Walden, dans une cabane qu'il a construite lui-même, et en revenant d'une certaine façon à la nature, mais
quand même encore à l'intérieur de sa société, hein, tout près quand même de Puis une nature qu'il cultivait lui-même, hein, une nature puisqu'il avait son potager et tout ça. Et avec une volonté alors d'autonomie. C'est pour ça que ça renvoie aussi à l'autonomie, à la confiance en soi de son maître Ralph Waldo Emerson, hein, justement. Aussi arriver à compter sur soi-même, hein, s'appuyer sur vraiment ce noyau en fait de la subjectivité, hein, sur quoi on peut en fait construire une révolte en fait, soi-même, construire une révolte. Ensuite, pourquoi Walden? Parce que Thoreau voulait se retirer de sa société. Il était complètement en désaccord avec la politique de son époque. Et pourtant, notamment l'esclavage. Et notamment l'esclavage. Mais n'oubliez pas qu'on était en démocratie. Et donc, on était sous la démocratie jacksonienne américaine. Et ce qui déplaisait à Thoreau, et c'est pour ça qu'il parle de quiet desperation et du désespoir dans lequel se trouvait sa société, hein, le désespoir du conformisme, le désespoir aussi de ne pas pouvoir se reconnaître en fait dans la voie, de ne pas trouver en fait un État qui lui convienne. Et donc pour lui, un État qui faisait la guerre au Mexique, un État qui était ségrégationniste, qui donc était ségrégationniste, mais surtout pire que cela, puisque les esclaves, le sort fait aux Indiens aussi, hein, aux premiers Américains, qui pour Thoreau était aussi révoltant. Donc cet état-là, il ne pouvait pas, en fait, supporter d'en faire partie. Et donc, l'idée de Walden, c'est vraiment de se retirer de la société, mais pas de faire à la société le cadeau de s'exiler ou de se mettre à l'écart, mais bien plutôt de dire « je suis là, mais je ne suis pas d'accord ». Donc c'est ça, hein. La désobéissance, c'est je reste là, mais je manifeste en fait un très fort désaccord et mon refus de la société telle qu'elle existe, et elle n'est pas ma société, ce n'est pas mon Amérique. La désobéissance civile, c'est vraiment pas une opposition systématique à toute loi. C'est l'exercice de l'esprit critique, et c'est pour ça que c'est éminemment démocratique, éminemment citoyen. L'idée qu'il y a des lois justes auxquelles nous avons le devoir d'obéir, et il y a des lois injustes auxquelles nous avons le même devoir de désobéir. Pour qu'elles changent. Le désobéissant, c'est celui qui ne s'oppose pas à toutes les lois, c'est celui qui permet aux lois d'être plus justes, qui produit du droit. Xavier Renoux est membre fondateur du collectif Les Désobéissants. Si je suis contre les pratiques d'une multinationale qui exploite le travail des enfants, qui pollue l'environnement, etc., eh bien, je peux appeler à boycotter les produits de cette grande enseigne ou de cette marque ou de cette entreprise. Je peux bien sûr d'abord refuser d'en acheter, mais ça ne suffira pas si je n'empêche pas aussi les autres d'acheter ces mêmes produits. D'abord en les informant, éventuellement en les empêchant physiquement, mais de manière non violente. De la sorte, puisque j'agis publiquement et de manière non violente, je m'expose à la répression. Ça fait partie du jeu. Quand nous agissons, c'est au nom de notre conscience, nous pensons que nous avons raison, mais bien sûr, comme tout être humain, nous sommes faillibles, nous pouvons donc avoir tort. L'idée d'agir de manière non violente, c'est d'agir avec la possibilité de réparer les éventuels torts que nous aurions faits à tort. Bien sûr, la plupart du temps, il se trouve que nous avons raison, ou nous avions raison, ou ceux qui ont désobéi et dont l'histoire a retenu le nom, avaient raison de le faire. Grande clarté, grande cohérence de cette position pourtant apparemment paradoxale. Ils désobéissent, mais ce ne sont pas des délinquants. Ils contestent la loi, mais ce ne sont pas des anarchistes. Il s'agit d'exercer, dit-il, son esprit critique. Et à quoi s'ajoute le paradoxe des paradoxes? L'idée que si obéir est un devoir, ce qu'on peut comprendre très bien, dire à quelqu'un ton devoir c'est d'obéir, bon bah c'est clair. Désobéir est aussi un devoir, de sorte que la désobéissance est d'une certaine manière une forme d'obéissance. Alors c'est un devoir en effet, et souvent les désobéissants disent que finalement ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc c'est même pas forcément un devoir, c'est une forme de contrainte intérieure. Hein. Je ne pouvais pas, voilà. Et les témoignages sont souvent comme cela. Et là, il y a une forme de paradoxe puisqu'on obéit à quelque chose de plus élevé, à un autre principe en fait, qui semble complètement en désaccord avec la loi qu'on vous oblige à appliquer. L'objet de cela étant de produire du droit. Justement, le paradoxe aussi
Hein, encore un paradoxe, c'est que en réalité, on désobéit pas n'importe comment. Il y a vraiment il y a des règles de la désobéissance. Voilà, on ne désobéit pas vraiment juste, par exemple, en se mettant en rupture avec la loi. C'est pas du vol à l'étalage, la désobéissance, voilà, c'est autre chose. Parce qu'il ne s'agit pas donc que de refuser une loi, mais il s'agit donc de se mettre en situation de désobéir et d'être arrêté. Il y a toujours un risque dans la désobéissance, c'est pour ça que c'est pas seulement un truc d'enfant gâté. Même Thoreau a passé une nuit en prison, et donc les désobéissants, que font-ils? Ils désobéissent délibérément et publiquement à une loi, et souvent collectivement d'ailleurs, hein, c'est rappelé là par Xavier Renou, et donc ce qu'ils font, c'est faire en sorte d'être sanctionnés pour que cette sanction apparaisse tellement injuste qu'il y ait un débat public et que donc on mette en cause la loi. Donc l'exemple bien connu, c'est Rosa Parks, hein, donc il y a presque 60 ans. Qui refuse de s'asseoir à la place qu'on lui assigne parce qu'elle est noire et qui, de ce point de vue, déclenche le cercle vertueux qui conduit jusqu'à l'abolition de la ségrégation aux États-Unis. C'est vrai que mettre en prison une femme noire âgée qui refuse de laisser sa place à Elle refuse de laisser sa place à un homme blanc, tout à fait. Un homme blanc en bonne santé. C'est vrai que ça a paru tellement scandaleux que ça a été un premier pas. Donc, il y a vraiment un lien entre la désobéissance et la discussion publique de lois qui paraissent iniques et du coup qu'il faut transformer. Alors, il faut en venir ici rapidement, mais c'est important peut-être à la mère de toute désobéissance, la figure magnifique d'Antigone. Et le débat qu'elle peut avoir avec Ismène. Pour mémoire, Antigone et Ismène sont sœurs d'Étéocle et de Polynice, qui se sont entretuées pour la conquête de Thèbes. Créon, qui gouverne Thèbes, qui est l'oncle des Antigones, enfin d'Antigone et d'Ismène et des autres, Créon décide arbitrairement que Polynice sera le bouc émissaire de la ville et que Étéocle sera traité en héros. Ça ne convient pas à Antigone, qui n'obéit pas à cette réelle politique, à ses calculs de stratège, et qui considère que son frère doit recevoir les hommages funéraires comme l'autre. Et qui, par là même, désobéit à la loi en connaissant les conséquences, c'est-à-dire être murée vivante, et elle y va quand même. Est-on avec Antigone, et on va en parler aussi tout à l'heure, est-ce qu'on est avec Antigone dans l'image de quelqu'un qui récuse la loi ou dans l'image de quelqu'un qui produit de la loi? Alors bien entendu, il y a toujours l'idée, alors Antigone pour cela en effet est un modèle, il y a toujours l'idée d'une loi, d'un principe supérieur auquel on va obéir et qu'on va défendre en désobéissant. Après, la question que pose Antigone, c'est malgré tout une question qui est aussi, même si elle est politique, c'est une action individuelle. Ce qui est vraiment important dans toutes les actions de désobéissance civile depuis, disons, voilà, le 19e siècle, c'est ce caractère qui est très explicitement collectif, public, hein, donc débat public, pas seulement en fait une forme de surgissement du moi, et donc et qui est aussi donc comme ça a été rappelé, non violent. La question de la non-violence a été pendant longtemps essentielle en fait pour penser cette désobéissance civile avec justement tous ces militants pour les droits civiques qui étaient traînés par terre, qui apprenaient en fait à ne pas répondre aux coups. Donc il y a eu toute une stratégie de la désobéissance civile qui était aussi une façon de déconsidérer l'adversaire en montrant la violence en fait de la société. Désobéir en démocratie, ça n'est pas récuser la loi, c'est peut-être lui substituer une loi supérieure ou en tout cas l'améliorer, l'augmenter. On va entrer dans le cœur de cette affaire et par l'exemple en compagnie de Nicole Marie Meyer. Venez avec moi. Nicole Marie Meyer est responsable de l'alerte éthique pour l'ONG Transparency International. C'est une ancienne grande fonctionnaire, évincée du Quai d'Orsay, pour avoir divulgué des malversations au sein du ministère, et elle est considérée comme l'une des premières lanceuses d'alerte en France. En peu de mots, que vous est-il arrivé? Qu'avez-vous fait, désobéissante? Je n'ai nullement désobéi. J'ai rendu 2 rapports 2 fois dans 2 postes différents, 2 rapports confidentiels à ma hiérarchie sur des faits de corruption constatés dans l'exercice de mes fonctions. Et c'est très exactement ce que je devais faire, ne fût-ce qu'au regard de la loi française et de ce qu'on appelle l'article 40 alinéa 2. C'est-à-dire que donc vous avez appliqué la loi, en vérité. Tout agent public doit signaler, effectivement. Voilà, donc la première fois, j'ai trouvé des soupçons, d'abord une très mauvaise gestion.
Je suis tombée dans une institution qui datait de 1907. On était en 1997. Une institution de... Oui, avec plaisir. Allez-y, allez-y. Une institution de 10 000 mètres carrés, 7 bâtiments, 61 agents, pas de contrat de travail, alors que certains étaient embauchés depuis 17 ans, pas de caisse de retraite, pas de caisse maladie. Pas d'assurance ni sur les bâtiments ni sur les personnels. On parle du Quai d'Orsay, là. Donc on parle du département culture du ministère des Affaires étrangères, effectivement. Donc j'avais un soupçon de détournement de fonds, puisque en l'absence de pièces comptables et en l'absence d'une comptabilité, j'avais 2 années de suite un excédent de 500 000 francs qui disparaissait, puisqu'on était en francs. Et je n'accusais personne, je relevais des faits. Si vous voulez, l'alerte, c'est de signaler un fait, effectivement. Notre définition, c'est... Transparency, c'est le signalement d'un acte illégal, illicite ou dangereux pour autrui, touchant à l'intérêt général aux personnes ou instances ayant le pouvoir d'y mettre fin. Alors je ne connaissais pas cette définition, je faisais simplement mon devoir d'agent public. Et c'est ça qui est intéressant, vous avez dit tout à l'heure, pardon, vous avez dit tout à l'heure, c'est très important, vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous vivez pas comme une désobéissante. On en parlait avec Sandra Laugier tout à l'heure. La désobéissance, entre guillemets, est une façon d'obéir à une loi supérieure. C'est d'une certaine manière ce que vous avez fait vous-même. Je n'ai pas du tout... Alors si vous voulez, on peut reprendre les choses, mais je crois que c'est quand même une chose importante de dire qu'il y a dans ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte 2 branches, si vous voulez. Mais la majorité des gens que je connais et que nous soutenons sont des gens qui ont tout simplement voulu appliquer la loi de leur pays, qui se sont donc opposés au fait de commettre des détournements de fonds ou, je veux dire, nous défendons par exemple un directeur administratif et financier dépendant d'une caisse d'assurance maladie qui a été licencié pour faute grave pour avoir refusé de créer des emplois fictifs en France. Bon, j'ai moi-même été menacée, déplacée, mutée sous un petit poste avec une note abaissée, tout simplement parce que j'ai rendu à ma hiérarchie un rapport confidentiel. Je n'ai pas fuité dans la presse, je n'ai pas... Vous voyez, je veux dire, j'ai rendu à ma hiérarchie, j'ai été menacée, j'ai été déplacée, mutée, et je suis redevenue une excellente élève, puisque j'étais très bien notée, très bien évaluée jusqu'à ce que je rende ce type de rapport. J'ai de nouveau eu un très gros poste, en plus en Allemagne, donc dans un pays, voilà, un poste important. Et pour mon malheur, j'ai trouvé pour la seconde fois, alors que j'avais remonté ma carrière, si vous voulez, j'ai trouvé pour la seconde fois, cette fois-ci j'ai trouvé des faux en écriture publique et des abus de biens sociaux. J'ai à nouveau rendu un rapport, j'ai à nouveau subi des pressions orales et physiques, j'ai demandé une inspection, officiellement une inspection générale, et cette fois-ci j'ai perdu mon poste. Voilà, j'ai perdu mon poste et ma carrière. Donc c'est vraiment important de voir que les lanceurs d'alerte sont au départ, pour une grande majorité, ces centaines de gens qui tout simplement essaient d'appliquer la loi de leur pays, et à partir du moment où ils ont épuisé toutes les ressources légales, parfois ils passent dans les stratégies d'alerte à la désobéissance. On va voir ça avec la figure paradigmatique aujourd'hui évidemment d'Edward Snowden. Un point juste, Sandra Laugier. Est-ce la même chose de désobéir quand on constate une malversation, ou est-ce que la même chose de désobéir au nom d'une certaine idée de la justice? Je crois que dans tous les cas... Parce que dans le cas de Xavier Renou, lui clairement, il désobéissait à la loi, il n'était pas dans la même perspective que vous. Donc il y a une nuance ici à opérer, je crois. Je crois que chaque fois, dans ces 2 cas, en réalité, on veut quelque chose qui soit réellement juste, on veut plus de justice, et donc ce qu'on veut, c'est en effet, alors dans votre cas, arriver à appliquer la loi, mais aussi, finalement, à travailler correctement aussi. C'est-à-dire que la plupart des désobéissants civils des années 2000 étaient vraiment des fonctionnaires qui aussi considéraient que, de toute façon, s'ils voulaient faire leur travail correctement, eh bien, ils étaient obligés de désobéir à des directives qui leur paraissaient iniques. Donc, ne bougez pas l'une et l'autre, continuez d'en parler bien sûr. Je vais vous montrer quelque chose qui me semble important. C'est l'intervention publique d'Edward Snowden à la destination du public français, donc, et c'était à la Gaîté Lyrique à Paris en décembre 2014. Écoutez et regardez ceci. Je ne voulais pas changer le monde, je ne voulais pas changer la politique de mon gouvernement. Je voulais simplement que nous soyons dans une démocratie représentative et que les gens que nous élisons représentent les gens, pas une classe particulière, pas une organisation particulière, mais le peuple.
Et ils le font sur la base de nos votes, des valeurs que nous avons en tant que société. Et quand des programmes ont commencé à fonctionner de plus en plus dans le secret absolu, on a commencé à avoir ce divorce entre nous et les opérations qui ont été menées. On était écartés de la nature même et de la compréhension de notre société. Parce que quand on en arrive à la démocratie, le gouvernement est fondé sur l'idée d'un consentement des gens qui les ont élus. Donc, ce sont des gens qui sont censés diriger les opérations en notre nom. Mais si nous ne comprenons plus les programmes qu'ils disent mener en notre nom et les directions qu'ils ont prises dans ces opérations et qu'ils les mènent contre nous et qu'ils les font en notre nom, eh bien, nous ne faisons plus partie de ce gouvernement. Nous devenons les sujets de ce gouvernement. Il dit des actions qui sont menées contre nous. C'est ce nous qui m'intéresse. Que désigne-t-il par ce nous? Parce qu'on est là dans une rhétorique qui n'est pas sans rappeler celle de Trump pendant la campagne. On va rendre le pouvoir au peuple. Quelle différence faire entre Antigone et le démagogue? C'est-à-dire celui qui spécule d'une certaine manière sur une certaine idée du peuple qu'on aurait dépouillé pour justifier un comportement qui serait délictueux. Comment justifier ça? Est-ce qu'il y a une nuance à faire là encore? Mais qu'est-ce que c'est que le nous? De toute façon, c'est quand même l'affirmation d'un peuple et d'une démocratie où chacun, et c'est peut-être ça la différence avec Trump, où chacune doit pouvoir se reconnaître et s'exprimer. Mais quand Trump dit on va rendre le pouvoir au peuple, to you, the people, comme il disait, c'était... Alors, si je prends l'angle des lanceurs d'alerte, j'ai tendance à me référer à la parésia. Quel sens donnez-vous à la parésia quand vous la citez? Les deux piliers de la démocratie grecque, selon notamment Polybe, c'est effectivement l'égalité devant la loi ou l'égalité de l'accès à la parole publique dans l'agora, ce qui revient à l'égalité des droits, mais ce sont deux branches déjà différentes de l'égalité des droits, et la liberté de dire la vérité. Parésia. Et la parésia, c'est un acte de franchise et de conviction qui engage intrinsèquement l'être contre l'éloquence, la séduction, l'apparence, et elle signifie qu'il y a courage, parce que cet acte, cette parole vraie, met en risque la personne face à l'Assemblée, qui peut l'exiler si elle n'est pas d'accord, ou face au tyran, qui va le vendre comme esclave, comme denier. Voilà. Je suis d'accord, mais c'est une vision très individualiste donc de la désobéissance et de la démocratie. Dans une démocratie qui excluait un certain nombre de personnes. Donc je pense qu'il y a aussi cette question-là qui se pose en fait dès qu'on parle de désobéissance. Mais pour aller à la parésia, parce que la parésia a été reprise par Foucault et Rosan-Vallon, je veux dire, l'intérêt c'est qu'il y a l'idée que s'il y a égalité d'accès à la parole, toutes les paroles ne sont pas égales. Rumeurs, mensonges ou fake news. Précisément. Et c'est ce qui permet à la démocratie de ne pas dégénérer en oclocratie, gouvernement par la foule et par les passions. J'aimerais partager votre optimisme. Rappelons quand même, pour nos spectateurs, que la parésia est une expression effectivement grecque, une modalité du dire vrai, qu'on retrouve chez Foucault dans un livre intitulé Le courage de la vérité. Ce sont ses derniers cours au Collège de France. Le titre même de ce livre a inspiré d'ailleurs le candidat François Fillon, puisque c'était son premier slogan au début de la campagne. Allez savoir pourquoi il a renoncé ensuite à ce slogan. Il l'a remplacé par une volonté pour la France. On se demande pourquoi. Néanmoins, j'en reviens à ma position, et il faut qu'on termine cette discussion, mais sur cette ambivalence. Quelle différence? Et comment, du point de vue d'un citoyen éclairé, faire la différence entre quelqu'un, mettons Snowden, ou un lanceur d'alerte qui courageux met sa vie en jeu, sa vie professionnelle, etc., pour dire quelque chose, et le démagogue qui se fait élire sur le thème « moi contre tous les autres ». Regardez le méchant système plutocrate, oclocrate, méchant, affreux, atroce. Moi, je suis en marge de ça, je suis un vrai désobéissant, et moi, vous pouvez me faire confiance. Quelle différence faire entre ces deux positions? Sandra Laugier, sur cette question, sur cette nuance décisive. C'est vraiment, d'une part, une nuance, et puis l'enjeu même de la démocratie maintenant, puisque... Quelle différence entre le dire vrai et la démagogie, en fait, c'est ça? Si on a cette position du dire vrai, qui est en effet extrêmement courageuse, risquée et élitiste, comment la rendre compatible avec la lutte pour plus de démocratie qui donnerait en fait la parole à plus de gens? C'est pour ça que la question de l'inclusivité, elle est très importante, et que dès lors que on va critiquer en fait la démocratie
en tant que, justement, donnant libre expression et ouvrant la voie, en fait, à une forme de démagogie et aux passions du peuple, on va très facilement aussi sombrer dans un mépris aussi du peuple. Et donc, comment est-ce qu'on peut à la fois se battre pour la démocratie et donc aussi critiquer le peuple, le démos. Et donc c'est vraiment le débat actuel qu'il y a autour du populisme. Hein. Pratiquer la désobéissance en faisant preuve d'esprit critique, c'est éviter que la désobéissance ne devienne l'alibi d'une servitude renouvelée. Merci à toutes les deux. Merci infiniment. Vous voyez, désobéir n'est ni facile ni simple. Qu'elle dénonce une malversation ou qu'elle attaque une injustice, c'est toujours, paradoxalement, à la loi elle-même que la désobéissance en appelle. Qu'elle prenne la forme d'un rassemblement, d'une collectivité protestataire ou d'une simple fonctionnaire qui, depuis son bureau, fait son travail en pointant les irrégularités du corps où elle se trouve. La désobéissance est toujours un appel à la loi, tantôt à son amélioration, tantôt tout simplement à son respect. La désobéissance est donc essentielle en démocratie, car la démocratie est un régime imparfait, qui se nourrit des objections, des critiques, des contestations, en un mot, des désobéissances qui l'empêchent de s'endormir sur ses lauriers.